L'apport, un sujet ultra important quand vous investissez, les banques vous demandent de l'apport, vous ne savez pas comment faire, vous pensez être bloqué, ne pas pouvoir investir parce que vous avez peu de trésorerie ou parce que vous avez de la trésorerie, vous avez de l'épargne, mais vous ne souhaitez pas l'utiliser et vous avez bien raison. Pourquoi? Parce que la trésorerie, c'est le nerf de la guerre. Plus vous allez pouvoir accumuler de trésorerie, plus vous allez pouvoir partir sur un nombre d'opérations intéressantes. Alors, est-ce qu'il est possible encore en 2026 de pouvoir faire un crédit à 110%? C'est-à-dire que la banque vous prête le montant de l'acquisition, les frais de notaire et les travaux sans que vous ayez un centime à mettre. Je vous rassure, c'est tout à fait possible et je vous donnerai à la fin de cette vidéo le nom des banques qui font encore du 110%. C'est-à-dire qu'ils vous prêtent la totalité de la somme dont vous avez besoin sans que vous ayez 1 euro à mettre dans la balance. Maintenant, il faut comprendre pourquoi les banques vous demandent de l'apport et c'est important de le comprendre. Les banques vont vous demander de mettre de l'argent dans votre opération. Pourquoi? Pour voir que vous avez confiance en ce que vous faites, que vous avez confiance en votre opération, que vous aussi vous êtes impliqué. Au même titre qu'un entrepreneur. Pourquoi la banque va demander plus d'argent à un entrepreneur quand il fait un crédit pour sa société? Tout simplement parce que la banque a besoin de voir qu'il est impliqué dans son projet, qu'il croit en ce qu'il fait. C'est pareil pour vous en tant qu'investisseur. La banque a besoin de voir que vous êtes impliqué dans votre projet, que vous aussi, vous croyez en votre projet. Ça, c'est la première chose, c'est la première raison pour laquelle elle va vous demander de l'apport. Deuxième raison, la banque ne veut pas faire face au risque tout seul. La banque, c'est une société d'analyse de risque, donc elle voit le risque qu'elle prend. Aujourd'hui, nous sommes sur un marché baissier au moment où je vous parle, c'est-à-dire que les prix de l'immobilier ont tendance à baisser. Du coup, la banque, elle veut se prémunir. Admettons que vous achetez maintenant, nous sommes par exemple en janvier 2026, vous achetez un bien, vous l'achetez 200 000 euros. La banque sait que nous sommes sur un marché baissier. Vous achetez votre résidence principale. Dans 2 mois ou 3 mois, ce que je vous ne souhaite pas, vous divorcez. Vous êtes amené à revendre le bien. Vous n'aurez pas amorti de capital. C'est-à-dire que vous n'aurez pas remboursé encore de montant à la banque qui permet de baisser significativement le montant que vous devez. Donc vous devez plus ou moins la même chose. Entre-temps, le marché a continué de baisser. Donc le bien que vous avez acheté 200 000, vous allez être pressé parce que vous vous séparez. Vous allez devoir le vendre rapidement. Pour le vendre rapidement, vous allez devoir faire un effort sur le prix. Vous allez peut-être le revendre 190 000 euros. C'est un exemple encore une fois. Si la banque vous a financé les frais de notaire, donc vous avez fait un financement à 110%, elle vous a prêté peut-être pas 200 000 mais 220 000 euros. Donc vous voyez qu'elle vous prête 220 000 euros, vous êtes amené dans les mois qui suivent à revendre puisque vous vous séparez, vous devez revendre 190 000 euros. Il y a un delta de 30 000 euros. Ce delta de 30 000, ça veut dire que vous allez conserver un crédit, un financement pour un bien que vous n'avez plus. Et ça, la banque ne veut absolument pas se retrouver dans cette situation-là. C'est pour ça qu'elle va vous demander d'apporter en général les frais de notaire, plus 10% du montant d'acquisition pour arriver à 20% d'apport. Tout simplement parce que le but de la banque, c'est de se protéger, de se prémunir en cas d'une vente rapide, une vente qui n'est pas maîtrisée. Elle a besoin de récupérer ses liquidités. Et c'est également pour ça que bien souvent, vous avez de grosses difficultés à faire financer beaucoup de travaux. Heureusement, il existe des solutions quand vous avez autant de travaux que de prix d'acquisition, des solutions qu'on peut vous exposer lors de notre audit offert qu'on vous met juste en dessous, vous avez juste à cliquer sur le lien. On prendra le temps d'échanger sur votre projet et de voir comment vous pouvez emprunter encore aujourd'hui sans apport ou comment vous faire financer beaucoup de travaux. Donc pour les gens qui ont beaucoup de travaux, c'est le même principe. Que va regarder la banque? Vous achetez un bien 200 000, vous avez 200 000 euros de travaux. Ça fait 400 000 euros au total, acquisition plus travaux. La banque, ce qu'elle va regarder, c'est la valeur hypothécaire du bien, c'est-à-dire la valeur nette du bien. Si le bien que vous achetez, vous avez 100 mètres carrés, vos 4 000 euros du mètre, ça fait 400 000 euros. Pas de souci, la banque peut vous faire le prêt de 200 000 d'acquisition plus 200 000 de travaux. Aucun souci. En revanche, si la valeur hypothécaire du bien est de 300 000, la banque ne vous prêtera jamais 200 000 d'acquisition plus 200 000 d'euros de travaux, puisque ça va faire 400 000 au total. La banque ne vous prêtera pas plus que la valeur du bien. Encore une fois, elle veut se protéger. Et c'est pour ça que sur tous les dossiers bancaires qu'on vous apprend à monter, il y a toujours une valorisation du bien une fois les travaux finis
qui est mis dans le dossier, tout simplement pour montrer votre professionnalisme, pour montrer que vous avez anticipé le prix du bien et la valeur du bien par rapport à un prix de marché et pas par rapport à votre prix d'acquisition plus travaux. Il faut bien faire la nuance entre les deux. C'est-à-dire que ce que vous faites d'un côté, c'est une chose, mais la valeur de l'immobilier, c'en est une autre. Donc souvent, il y a des gens qui ne veulent pas vendre, ils se disent, bah non, moi j'ai acheté 200 000, j'ai fait 200 000 euros de travaux, ça vaut 400 000 mon bien. Non, c'est pas ça. Le marché, le prix du marché, c'est le jeu de l'offre et de la demande. Donc il faut qu'il y ait des demandes en face pour que le bien vaille ce prix-là. Sinon, malheureusement, bah, vous repartirez avec une moins-value. Et c'est pour ça qu'il faut bien faire le distinguo entre rendement, qui est pendant la période d'exploitation, ce que vous allez dégager, et rentabilité, qui prend en compte à la fin la plus-value et la moins-value. Vous pourrez retrouver une vidéo dédiée d'ailleurs à ce sujet dans lequel vous verrez comment on calcule la vraie rentabilité nette. Et vous verrez que c'est impressionnant et c'est pour ça que l'immobilier est un formidable outil d'enrichissement et de création de patrimoine. Donc pour revenir à nos moutons sur l'apport, donc vous avez compris que la banque demande de l'apport pour se protéger, pour se prémunir d'un renversement de situation et aussi pour montrer que vous êtes engagé sur votre projet. Maintenant, ce n'est pas une fin en soi. Il faut comprendre qu'il y a des banques qui vous demandent 0 € d'apport. Vous allez voir que j'ai pu emprunter 680 000 € avec seulement 10 000 € d'apport, donc ce qui représente un très faible pourcentage de la somme empruntée. Et le but, c'est ça, de pouvoir multiplier les acquisitions avec peu d'apport, de montrer que vous avez de la trésorerie, de générer de la trésorerie, du cash flow avec les biens que vous faites pour pouvoir accumuler votre trésor de guerre et pouvoir repartir sur une multitude d'opérations, mais sans jamais l'utiliser. Vous allez voir que vous allez pouvoir faire ça un bon nombre de fois jusqu'à temps d'avoir un patrimoine de 4, 5, 6 millions d'euros. La banque ou les banques que vous allez solliciter seront enclins à vous financer avec peu d'apport jusqu'au moment où elles vont vous dire « Écoutez mon petit père, maintenant vous êtes considéré comme un professionnel de l'immobilier. Puisque vous êtes un professionnel de l'immobilier, bah vous allez devoir mettre un peu plus d'apport sur vos projets, montrer que vous êtes un entrepreneur de l'immobilier. Donc comme je vous disais tout à l'heure, à vous demanderont peut-être entre 20 et 30% d'apport, mais ce n'est pas grave parce qu'il existe des solutions pour se reconstituer l'apport. On va les voir tout de suite, mais avant juste que vous compreniez bien. Certaines banques ne vous demanderont jamais d'apport. Par exemple, la caisse d'épargne peut demander très peu d'apport s'ils ont confiance en votre projet. A contrario, d'autres banques peuvent demander un peu plus d'apport. Mais ce n'est pas grave, puisque cet apport, vous allez pouvoir vous le reconstituer. Vous avez des banques aussi en fonction de votre DPE et de votre note énergétique qui vous demanderont par exemple 10% de plus. Donc là où vous pouvez être entre 10 et 20% d'apport en tant que particulier, bah certaines banques vous demanderont entre 20 et 30 parce qu'elles considéreront que votre note énergétique n'est pas bonne, que c'est un risque pour elles et du coup, on vous demande plus d'implication dans votre projet. Maintenant, vous avez compris ça. Vous avez plusieurs axes sur lesquels vous pouvez jouer. Par exemple, le nantissement. Bonjour, monsieur Allais. On vous finance 200 000 €. On vous demande 10% pour faire simple sur votre projet, donc 20 000 €. Moi, je dis, OK, vous me demandez 20 000 €. Peut-être que si je place cet argent en assurance vie, on peut faire 10 000 € d'apport et 10 000 € sur une assurance vie qui reste à mon nom, qui sont placés chez vous. C'est gagnant-gagnant. Vous voyez, vous établissez une relation commerciale. Si vous voyez que ça coince un peu, vous pouvez même proposer un nantissement. C'est-à-dire que vous allez dire à la banque, OK, moi, pas de souci, je suis prêt à jouer le jeu avec vous. Aujourd'hui, j'emprunte 300 000, vous me demandez 50 000 € d'apport, c'est énorme. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre 30 000 € en nantissement sur un fonds que vous allez décider, de mettre 20 000 € dans mon projet d'apport et d'avoir 2 ans de différé. De cette manière, vous allez générer du cash sur l'opération que vous faites. Donc ça va vous permettre de générer de la trésor, de récupérer les 20 000 € que vous avez mis. Les 30 000 € restent à votre nom, mais sont bloqués un certain temps du crédit. Donc, ils peuvent être bloqués 2 ans, 3 ans, 4 ans ou sur la durée intégrale du crédit. Ça dépend de la négociation que vous allez faire avec la banque. Mais de cette manière, vous avez un effet de levier sur lequel vous pouvez jouer. Et si vous arrivez à bien négocier, vous allez avoir par exemple un nantissement entre 2 et 4 ans. Le temps du différé, ça va vous permettre de gagner un maximum d'argent, de reconstituer la trésor et dans 2 ans, 3 ans, ce que vous avez négocié à la banque, de récupérer les fonds qui sont nantis. C'est-à-dire que les fonds sont toujours restés à votre nom, mais ils étaient bloqués. Là, ils ne sont plus bloqués. Donc, 1, vous allez gagner du cash flow. 2, vous récupérez vos fonds. Et là, c'est la magie. Et c'est pour ça que vous avez un effet de levier sur lequel vous pouvez négocier avec la banque. C'est
de placer une partie de l'apport qu'on vous demande, au lieu de le mettre en apport, de le placer chez eux, ou alors de le nantir pour les rassurer. Et de cette manière, vous aurez beaucoup plus de résultats parce que vous conservez votre trésorerie. Et ça, c'est ultra important pour pouvoir enchaîner les opérations. Après, vous allez me dire, ouais, mais Christophe, les 20 000 euros qu'on a mis, bah, c'est embêtant, c'est 20 000 euros de moins pour nos prochains projets. C'est vrai. Et c'est pour ça qu'il existe deux solutions pour se reconstituer l'apport. Première solution, un crédit consommation non affecté. C'est quoi un crédit consommation non affecté? Bordel, je vais avoir un crédit supplémentaire. Oui, c'est vrai, attention, il y aura une échéance de prêt. Mais je vais vous le montrer sur les 680 000 euros de crédit que j'ai sollicité avec les 10 000 euros d'apport seulement. Je vous mets l'offre de prêt à l'écran. Vous avez la directrice qui m'a rappelé une semaine plus tard et qui m'a dit « Christophe, est-ce que vous ne voudriez pas 50 000 euros de plus de crédit consommation non affecté ?» Je lui ai dit « Mettez-moi 100 000 ». Elle m'a dit « Non, tu exagères, on va couper la poire en deux, on met 75 000 ». Donc je vous mets aussi à l'écran les 75 000 de crédit non affecté que j'ai obtenu en plus. Pourquoi? Parce que la directrice, la banque me faisait confiance. Puisqu'elle me fait confiance, ça ne lui pose pas de problème de mettre 10%, 15% du prêt emprunté, du montant du prêt emprunté en crédit consommation non affecté. C'est un crédit qui n'est pas affecté à des travaux, qui n'est pas affecté à une voiture, qui n'est pas affecté à quoi que ce soit. En fait, ça veut dire juste qu'on vous met à disposition de l'argent que vous pouvez utiliser comme bon vous semble. Bien souvent, je donnerai quand même un justificatif pour expliquer pourquoi je débloque les fonds pour rassurer la banque, mais ça vous permet d'avoir à disposition une enveloppe d'argent. Pour l'anecdote, un élève que j'accompagne me montre un de ses biens en Île-de-France. Je lui dis, purée, mais tu as un rendement incroyable sur ce bien-là. Donc un bien qu'il a acheté 100 000 euros, il a fait environ 30 000 euros de travaux, 10 000 euros de meubles, et il a 2 000 euros, plus de 2 000 euros de loyer encaissé. Donc il a un cash flow de plus de 800 euros par mois net. Je lui dis, pour un si petit montant, ça m'intéresserait de faire la même chose. On descend, on continue à papoter en bas du bâtiment, et là je vois une personne passer avec une pancarte. Et je lui dis, excusez-moi monsieur, mais vous faites quoi là? Et il me dit, bah, je suis agent immobilier, j'ai un bien à vendre dans la même résidence. Je lui dis, c'est possible de visiter? Il me dit oui. On fait la visite, je lui dis, écoutez, je vous propose 80 000 euros sans condition suspensive, vous avez l'argent tout de suite. Pourquoi j'ai pu faire cette proposition? Tout simplement parce que j'avais eu le crédit non affecté de 75 000, donc j'avais la trésorerie, j'avais les fonds et j'avais pas besoin de demander un nouveau crédit, j'avais déjà les fonds qui étaient là. Donc vous allez voir sur 10 ans, je crois que je suis aux alentours de 800 euros de mensualité versus 2 000 euros de loyer, l'opération était belle, mais pour pas vendre de rêve, je vous le dis, je n'ai pas fait l'opération parce que l'offre n'est pas passée. Donc voilà, vous voyez, vous avez cette possibilité-là. Donc moi, ça m'a permis de me positionner sur une opération, mais ça vous permet aussi, ces 75 000, si j'avais dû mettre un apport sur l'opération de 680, de me reconstituer mon apport. Admettons que j'avais dû mettre 10% sur le bien, donc 68 000 euros d'apport, et ben là, avec les 75 000, j'aurais récupéré mon apport. Bien entendu, il y a un crédit, comme je vous ai dit, 800 euros à rembourser sur le crédit sur 10 ans, 800 euros tous les mois. Donc il faut faire attention que l'opération que vous avez en face dégage suffisamment de cash pour payer ce delta, mais ça permet, vous avez vu, de reconstituer l'apport et de repartir sur d'autres opérations. Donc ça, c'est la première solution. Deuxième solution, le différé. Sur ce crédit de 680 000, comme vous allez le voir sur l'offre de prêt, je ne paye que l'assurance. C'est un différé total. Donc, je paye 200 et quelques euros tous les mois versus 4 200 euros de loyer encaissé. 4 200 euros de loyer encaissé pour 260 euros, je crois, d'assurance emprunteur, ça vous fait un delta une fois que j'ai payé la taxe foncière, une fois que j'ai payé l'assurance propriétaire non occupant, de plus de 3 800 euros par mois net de cash flow. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dédiée à ce sujet. Attention, dans le cadre d'un différé total, tous les intérêts que vous ne payez pas viennent se rajouter au montant emprunté. L'avantage, c'est que comme j'ai 3 800 euros de cash flow, encore une fois, à l'année, ça me ferait plus de 40 000 euros dans ma poche. Donc, même si j'avais dû mettre 10% de l'opération, soit 68 000 euros, bah, vous voyez qu'en même pas 2 ans, j'aurais pu me reconstituer l'apport et j'aurais pu même me générer de nouveau une trésorerie de guerre. Donc, vous voyez des possibilités. Il en existe. Il faut juste comprendre à chaque fois que vous faites chez l'opération les tenants et les aboutissants et avoir une vision globale de vos projets. Plus vous avez la vision globale, moins c'est un frein. Aujourd'hui, quand j'enchaîne les acquisitions, quand on accompagne des élèves pour enchaîner aussi les acquisitions, vous avez des conditions qui sont super attractives, donc où vous mettez que très peu d'apport, et là c'est jackpot, parce que vous allez pouvoir conserver votre trésor, dégager un maximum de cash, repartir sur des autres opérations.
Donc là, vous faites une très belle opération, vous gagnez beaucoup d'argent et vous avez des opérations sur lesquelles les banques vont demander de l'apport, mais ce n'est pas grave, ça fait partie du jeu encore une fois. Plus vous allez évoluer dans votre parcours d'investisseur, plus les conditions seront différentes et plus ça sera à vous de vous adapter. Et plus vous allez pouvoir vous adapter à ces situations parce que vous les avez anticipées intellectuellement et de façon chiffrée, en fait, ça ne reste que des maths, l'investissement, plus vous allez pouvoir faire grossir votre patrimoine, grandir votre patrimoine et gagner de l'argent grâce à l'immobilier. Si vous avez encore des questions par rapport à l'apport, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. N'oubliez pas de vous abonner. On a pu constater que 80% d'entre vous qui regardez nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Donc il vous suffit de cliquer sur la petite cloche, vous l'actionnez et de cette façon vous pourrez être averti dès qu'on sortira une nouvelle vidéo. Le but c'est toujours de vous donner un maximum de contenu pour que vous puissiez avancer sur votre parcours. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. À très vite.